Bonjour à tous et bon retour dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Je ne sais que dire, si ce n'est que cela fait bien trop longtemps que l'on ne s'est pas vu. Mais n'ayez crainte, je ne vous ai pas oublié durant tout ce temps, et j'espère que vous non plus, car nous aurons beaucoup à nous dire dans les mois qui suivront. Pour mon retour, je souhaitais vous donner la fin de la trilogie sur le Ragnarok, mais après tout ce temps, je voulais revenir sur un sujet beaucoup plus léger et vous proposer une suite à ma vidéo sur les secrets des clans de Wano. Bien, après cette longue introduction, commençons la vidéo. Bon visionnage à vous. L'histoire que je suis venu vous raconter est assez méconnue, pour ne pas dire insolite. Elle était déjà considérée comme douteuse par certains, mais nombre de vous l'avaient bien accueillie. Cette histoire est celle d'une petite île de Grand Line coupée du reste de la civilisation. Une île de samouraïs si crainte que même les grandes instances qui dirigent le monde ont peur de l'approcher. Une île qui répond au nom de Wano. Depuis déjà des années, Wano fait couler l'encre de bien des lecteurs de One Piece. Mystérieuse avant même que l'on ne l'eût vue et déjà iconique à ses premières mentions à Thriller Bark, on ne se doutait absolument pas que l'aventure de Wano serait si importante et qu'elle changerait le manga. Pourtant beaucoup de personnages nous avaient prévenu que Wano possédait des secrets qui bouleverseraient le monde. À l'époque, je vous avais proposé de révéler certains de ces secrets. Mais il est grand temps de plonger profondément dans l'histoire de Wano pour essayer de comprendre l'ultime secret. Ce secret même, qui semble lié à la nature profonde et étrange de cette île, où comme Sengoku le dit si bien, tout nous ramène. Car si comme nous devons le comprendre, tout nous fait revenir à Wano, on serait en droit de se demander si Wano ne serait pas une des îles de la fin, mais aussi l'île par laquelle tout a commencé. Autrement dit, et si Wano était bel et bien une allégorie de l'ancien royaume. Il y a plus de 800 années avant sa disparition, un royaume sans doute puissant et magnifique trônait sur le reste du monde. Bien que l'on ignore comment ce dernier a connu sa fin, beaucoup de scientifiques en sont arrivés à la conclusion que celui-ci avait été vaincu par une entité maléfique. Parmi eux se tenaient les archéologues d'Ohara, hommes de lettres et passionnés d'histoire. Ils étaient non seulement parvenus à identifier l'ennemi de ce royaume, mais avaient réussi à trouver son nom à travers des écrits gravés dans la pierre, appelés poneglyphes. Or ce sont bien les poneglyphes qui, par leurs écrits et par les créateurs de ces derniers, nous ont amenés à Wano. Wano, l'endroit où tout semble nous ramener et peut-être même l'endroit où tout a débuté. Ainsi donc, nous pourrions en venir à deux théories. La première serait purement basée sur le concret et donc sur l'idée que Wano pourrait être considéré comme l'ancien royaume. La seconde théorie, que j'affectionne beaucoup plus, établirait que l'histoire de Wano est bien celle de l'ancien royaume mais faite d'allégories. Mais commençons par la toute première théorie. Bien que nous ayons tous des suppositions sur ce que devrait être l'ancien royaume, nous ignorons encore tout de ce à quoi il ressemble et surtout son nom. Pourrait-il être une île que nous n'avons jamais vue? Pourquoi pas? Après tout, on dit bien qu'il a disparu depuis des siècles. Néanmoins, l'auteur du manga One Piece a toujours su cacher des indices un peu partout dans son œuvre qui trouvent une nouvelle signification une fois la vérité découverte. Ainsi, beaucoup de gens, dont votre serviteur, seraient d'avis de penser que nous avons déjà vu l'ancien royaume ou des parties même de ce royaume, mais non pas sous la forme dont Clover l'entendait ou bien qu'Oda nous a montré lors de l'arc d'Ohara. Nous pouvons alors imaginer que l'ancien royaume est présent dans le monde de One Piece et que nous l'avons déjà vu, mais que son nom s'est perdu parmi tous ceux que l'on nous a proposés par le passé. Laftel, Code Valley, Pangea, Marijoa ou bien d'autres, parmi lesquels je proposerai Wano, et pas que. Les deux personnages de One Piece viennent confirmer ces dires. Sengoku avec son Tout ramène à Wano, et puis tout récemment Ace lors des chapitres liés à son histoire. Dans le one-shot de Ace, Oda valide la théorie faite par de nombreux fans. La légende des Terres Réunies nous renvoie au Japon et à un dieu qui aurait établi un grand royaume en tirant des continents à l'aide d'une grande corde. Une histoire racontée par Garp en personne qui nous rappelle le surnom d'un démon qui portait le nom de Oz. Alors bien qu'il soit maintenant presque établi par Oda que Oz ou bien sa race sont sans doute les créateurs de la région de Wano, un nouveau mystère est établi par Ace sur l'héritage de Oz et de ses descendants. Ace connaissait une vérité que Oda ne veut pas nous donner. Qui sont vraiment les descendants de Oz? Des géants comme j'ose l'imaginer, ou bien de simples hommes, voire même des samouraïs de Wano, car encore une fois, c'est à Wano que les Oni nous ont été présentés. Ceci nous amène à deux hypothèses. Soit Oda nous a raconté l'histoire de Kuni Iki pour expliquer les origines de Wano, soit il nous a conté l'histoire d'un royaume encore plus grand, l'ancien royaume lui-même. Et puisque dans cette théorie, je veux établir que Wano est bel et bien une partie de cet ancien royaume, alors il devient évident que l'histoire de Oz est beaucoup plus trouble qu'on le pense. Aussi, je viens vous proposer une théorie différente de celle d'un Oz qui aurait rassemblé Wano. Je viens vous proposer la théorie d'un Oz unificateur du monde et protecteur de l'ancien royaume. En effet,
En regardant le monde de One Piece, nous pouvons constater que tout est démesuré. Et comme je l'ai conclu dans ma vidéo sur Elbaf, beaucoup de choses semblent avoir été construites pour empêcher les géants ou les Ose de rétablir l'ancien royaume. Red Line serait une construction humaine visant à séparer l'ancien royaume et surtout ses anciennes cités, dont Wano ferait partie intégrante. Comprenez-vous désormais? Wano n'est pas un allié de l'ancien royaume. Wano est l'ancien royaume. Et plusieurs preuves nous mènent vers cette conclusion. Tout d'abord, l'histoire même de Wano correspond entièrement à celle que nous connaissons de l'ancien royaume. Ce que nous savons est que le gouvernement a fondé une alliance pour se débarrasser de ce royaume considéré dangereux. Une guerre sanglante aurait éclaté et fait disparaître ce royaume de l'histoire. Or, n'est-ce pas ce qui nous a été raconté par Oden lors de sa fin? Les ancêtres de Wano ont bel et bien affronté un dangereux ennemi et se sont isolés en attendant le retour de Joy Boy. Et rappelons-nous aussi des 5 familles de Wano: Kozuki, Shimotsuki, Uzuki, Fugetsu, Amatsuki. Toutes ces familles liées étrangement à la lune. La lune qui nous ramène une nouvelle fois au peuple dédié. Souvenons-nous aussi des derniers moments des Kozuki et des Shimotsuki que nous avons vus dans l'œuvre. Yasue Shimotsuki, homme condamné au sourire, vivra ses derniers instants avec le sourire aux lèvres. Mais une question se pose, une sorte de petite ambiguïté. Son sourire était-il forcé, ou bien est-ce que pour une fois, lors des derniers moments de sa vie, son sourire était purement sincère? Et qu'en est-il d'ailleurs de Oden Kozuki, qui lui s'en ira sourire aux lèvres, comme c'est dit que nous connaissons tant? Tout semble nous faire croire que les grandes familles de Wano descendent des Di et de cet ancien royaume. Et si on part de ce point de vue, Wano, en tant qu'ancien royaume, était aussi le royaume de Joy Boy. Et si vous êtes coutumier de mon travail, vous devez savoir que j'avais émis l'hypothèse que Joy Boy pouvait être lié au Kozuki par le sang. Mais ma plus grande théorie sur Wano concernait Ryoma Shimotsuki, que je considérais comme le véritable roi de Wano. Ryoma, le tueur de dragons, et celui qui aurait aussi repoussé un très grand ennemi. Ryoma, celui que l'on avait surnommé le roi. Or, pour quelle raison Ryoma aurait été appelé le roi alors que les Kozuki sont considérés comme la famille régente de Wano? Pour la simple et bonne raison que Ryoma avait refusé ce titre et avait voué sa loyauté à un roi beaucoup plus grand, Joy Boy. Car oui, selon cette théorie, Ryoma était le bras droit de Joy Boy lors de cette grande guerre. Tout comme son descendant Zoro, qui est actuellement le bras droit du Joy Boy actuel, Monkey D. Luffy. Voilà pourquoi l'archipel de Wano est si crainte dans le monde. Wano serait l'un des derniers vestiges guerriers de cet ancien royaume. L'archipel, sous les ordres de Kozuki et des Shimotsuki, se serait isolé dans l'attente du retour de Joy Boy, le véritable roi de Wano et de l'ancien royaume divisé. Alors bien évidemment, Wano n'est pas le nom de cet ancien royaume. Pour ma part, je pense que nous ignorons tout simplement son nom. Mais je suis persuadé que Wano est une partie intégrante de cet ancien royaume. Et nous devons cela à un indice crucial que nous avons tous remarqué, le surnom de Wano. Il y a des siècles de cela, on appelait Wano le pays de l'or. Ce surnom lui avait valu de nombreuses convoitises de la part de nombreux pirates, mais aussi de bien des royaumes. Mais aujourd'hui, cette gloire semble être passée. Bien que la monnaie d'échange dans le royaume reste l'or, nous n'observons aucun signe de grande richesse à Wano. Peut-on penser que Kaido aurait tout pris? Cela est possible, oui, mais une information vient s'opposer à cette hypothèse. Wano a toujours été isolé du monde, et cela depuis des siècles. Et ce qui attise les regards des pays est surtout sa plus grande richesse, le granit marin. Donc, si l'or n'est pas à Wano, où se trouve-t-il? Vous qui connaissez One Piece, savez où il est. Il existe dans le monde de One Piece un endroit que l'on appelait la Cité d'Or. D'abord sur les mers bleues, elle est désormais sur les mers blanches. Cette cité s'appelle Chandora. Et comme vous avez pu le deviner il y a longtemps, Chandora et Wano formaient bien le même pays. Chandora, tout comme Wano, sont des parties de l'ancien royaume. Ainsi, nous comprenons mieux pourquoi l'or est la monnaie de Wano, car Chandora était la cité voisine. Mais nous pouvons aussi comprendre pourquoi il existe des hommes ailés au pays des samouraïs, ou bien pourquoi Wiper possédait du granit marin. Et d'ailleurs, n'oublions pas le détail du mantra et du ryuo, deux termes qui servent à désigner le haki, mais beaucoup plus avancés qu'on le pense. Ceci s'expliquerait si la source même du haki venait de Wano. Wano, Chandora, Bilka et sans doute bien d'autres cités formaient cet ancien royaume. Mais tout ceci n'apporte pas de réponses et nous fait nous poser beaucoup plus de questions, dont celle-ci, comment toutes ces cités se sont retrouvées si loin. Tout ceci trouverait une explication si on en revenait aux paroles d'Enero. Comme je l'ai déjà dit, la Fairyverse existe, mais elle n'est pas sur la Lune, elle est sur Terre. La Fairyverse était sans doute la Pangée, ou ce que l'ancien royaume recherchait. Mais quelque chose a détruit cette Pangée, puis Red Line a été construit pour empêcher cette réunion. Pour tout cela, nous pouvons presque avoir un scénario qui se tient. Mais qu'en est-il de Wano? Car je vous l'ai dit, si Wano est un vestige de l'ancien royaume lié à Chandora, cela veut dire que ces deux cités étaient voisines, presque collées. Alors comment se sont-elles éloignées? Et comment ont-elles été déplacées?
Est-ce que cela ne vous semble pas étrange que l'on puisse déplacer des continents aussi facilement? Bien évidemment, la force des Oz est légendaire. Je ne doute pas que cela soit possible, mais il y a des détails que je veux vous montrer. Lorsque l'on observe l'île de Jaya, on constate qu'elle ressemble à un crâne, il est vrai. Et on voit dans ce crâne que l'œil droit doré est la cité de Chandora, mais l'œil gauche semble totalement absent. Or, pour que Chandora et Wano soient tous les deux considérés comme des cités d'or, elles devaient forcément être voisines. Peut-on donc penser que l'île de Wano était autrefois l'une des cités de cette île de Jaya, ou bien est-ce l'île de Chandora qui aurait été déposée ici? La possibilité que ce soit le cas n'est pas à écarter. Et j'ai d'ailleurs 2 exemples qui pourraient prouver cette théorie. Le premier est celui de Water 7. Non seulement cet arc nous donne beaucoup d'informations sur Pluton, mais nous pouvons aussi être témoins du génie des charpentiers. Les charpentiers du monde de One Piece ne font pas que des bateaux, ils sont aussi de réels scientifiques capables de miracles. Tom était l'un d'entre eux, tout comme son disciple Iceberg. Or c'est bien Iceberg qui est le plus intéressant dans cette théorie. Lorsque nous voyons le disciple de Tom pour la dernière fois, Iceberg fait part à Franky de ses projets, notamment celui de faire de Water 7 une île bateau. Une folie, me direz-vous. Mais encore une fois, les charpentiers de One Piece sont des génies, et leur savoir est très grand. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer que les charpentiers seraient les réels architectes de ce monde. De plus, l'auteur du manga nous fait découvrir un nouveau fait grâce à Thriller Bark. Il nous faudra attendre des années avant que Oda nous révèle que Thriller Bark est avant tout un bateau gigantesque qui s'est greffé à une île. Ces 2 exemples nous confirment quelque chose. Il est possible de créer des embarcations et peut-être même des villes que l'on pourrait transporter sur les océans. Une solution bien moins contraignante que de déplacer des continents ou des îles entières. Et ceci ouvre de nouvelles possibilités, dont une qui concernerait l'ancien royaume. Et si celui-ci avait été séparé en plusieurs de ces villes capables de flotter sur l'eau? Ces mêmes villes qui auraient été déplacées dans des endroits difficiles d'accès. Les poneglyphes qui auraient été déplacés n'auraient donc pas été déplacés seuls, mais avec des villes entières et surtout des guerriers capables de les protéger. Ainsi, de nombreuses cités que nous connaissons auraient été déplacées. Chandora ou Wano auraient subi le même traitement. Et d'ailleurs, Wano n'est pas le nom de l'île, mais de l'archipel de plusieurs îles. Donc une partie de Wano pouvait tenir dans l'œil gauche du crâne de Jaya. Et peut-être que cette cité bateau est celle d'Ebisu qui aurait été placée sur la capitale des fleurs. Des cités flottantes qui auraient été déplacées seraient nombreuses, et il faut voir leur architecture pour le comprendre. La cité de Zou, qui partage des similarités architecturales avec Water 7, en ferait partie. Le royaume des hommes poissons serait une gigantesque embarcation qui aurait été tractée par les rois des mers et placée dans une bulle. D'ailleurs, il est à noter que toutes ces cités possèdent étrangement des poneglyphes très importants. Et que dire d'Alabasta, la cité qui possède la Dance Powder, cette poudre qui fait invoquer la pluie, une référence au peuple amérindien de notre monde, et donc de Chandora. Toutes ces villes pourraient être des villes bateaux que Oz aurait déplacées. Et puis récemment, Oda nous a encore montré un nouveau type d'embarcation, avec le château du Jirma 66. Pour conclure avec la première partie de cette théorie, nous aurions la raison de tous ces mélanges de cultures qui semblent au premier abord n'avoir aucun sens. En réalité, beaucoup de cités stratégiques dont je vous ai parlé formaient l'ancien royaume, et Wano serait bel et bien le dernier bastion de cet ancien royaume. Wano est l'ancien royaume qui appelle à renaître, et c'est pour cela qu'il attend ses rois et ses fils qui feront bientôt leur retour. Il leur a même donné un nom. Jaguar, Monkey, Rox, Kozuki, et bien d'autres. Mais la signification de ces noms ne sera pas révélée dans cette histoire. Ce qui vous sera révélé aujourd'hui est la raison pour laquelle Wano représente l'histoire de ce monde, et surtout pourquoi elle est le début de tout. L'œuvre de One Piece est pleine d'imagerie, de métaphores et de symboles qui ne prennent un sens que lorsque l'auteur cherche à nous révéler ses secrets. Parmi ces symboles, il en existe un dont Oda se sert pour nous conter l'histoire de l'ancien royaume. Ce symbole est celui utilisé dans l'histoire des arcs narratifs de ce manga. Chaque arc narratif est une petite histoire, une métaphore pour parler de la grande histoire. Et celle-ci est celle de l'ancien royaume. De East Blue à Wano, Oda nous raconte l'histoire d'un sauveur qui redonne le sourire au peuple opprimé. Une allusion à peine cachée à Joy Boy et au retour du royaume du sourire. Et si on sait que Wano n'est pas une exception, c'est bel et bien dans l'histoire de cet arc que l'auteur nous indique comment était l'ancien royaume, ou comment il est tombé, et surtout, qui dirige réellement le gouvernement dans l'ombre. Si il est normal de douter que Wano est l'ancien royaume d'un point de vue littéral, il n'y a aucun doute qu'il l'est dans le domaine du figuré. Tout Wano semble correspondre à une version miniature du monde de One Piece. Comme je l'ai déjà fait remarquer par le passé, la géographie de Wano se rapproche beaucoup de celle de la planète de One Piece. Et pour que vous compreniez ce de quoi je parle, je vais faire appel à votre mémoire. N'avez-vous pas eu comme une sensation de déjà-vu lorsque Luffy a pénétré dans le royaume des samouraïs, une sorte de souvenir presque lointain qui nous ramènerait au début de l'histoire? Oui, le moyen d'entrer à Wano ressemble trait pour trait à Rivers Mountain. Et plus tard dans l'arc de Wano, nous apprendrons qu'il existe un second moyen de pénétrer sur l'archipel. Un moyen plus sûr, uniquement connu des habitants. Une sorte d'ascenseur qui cette fois-ci sera rappelé par Oda lors de l'arc de la rêverie.
un moyen qu'utilisent les nobles pour aller à Marijoa. Il y a donc comme un effet miroir entre Wano et le reste du monde d'un point de vue géographique. Si nous pouvions continuer plus loin, nous pourrions même imaginer qu'il existe un passage secret caché dans Redline. Mais ceci est pour une autre histoire. Pour en revenir aux symboles que l'on peut tirer de Wano, ceux-ci font bien écho à la situation géopolitique du monde de One Piece. Mais quel est le but de ces symboles si ce n'est de nous raconter l'histoire de l'ancien royaume, mais simplement d'une façon beaucoup plus subtile? Eiichiro Oda nous a déjà donné des indices que nous devrions voir, comme celui du nombre de familles qui règnent sur le royaume des samouraïs, qui correspond parfaitement à celui des maîtres du gouvernement mondial, tout comme les 5 étoiles servent le roi du monde. Une coïncidence qui avait déjà été démontrée par Doflamingo dans le passé. Il n'y a donc pas de hasard. Ainsi, si nous avons compris le but de ces métaphores, nous pouvons en apporter d'autres et comprendre pourquoi Wano nous raconte l'histoire de l'ancien royaume. La métaphore qui a été le plus utilisée est bien celle de la chute de l'ancien royaume. Mais pour la comprendre, je vais devoir vous rappeler l'histoire des 6 familles de Wano et de la guerre de la lune. 6 familles régnaient sur Wano avant qu'Orochi ne commette l'irréparable et fasse tuer les Kozuki. Parmi elles, 5 étaient liées à la lune et une seule d'entre elles semblait être à part, la famille Kurozumi. Dans ma précédente analyse sur les clans de Wano, nous étions parvenus à l'idée qu'Orochi représentait les Tenryubito et la trahison d'un des dix lors de la bataille d'il y a plus de 800 années. Effectivement, Orochi n'a jamais été reconnu comme le roi, et il semble effrayé par le retour des Kozuki. Maintenant que nous avons compris que l'histoire de Wano n'est qu'une allégorie de celle de l'ancien royaume, nous pouvons aussi comprendre ce qui a pu se passer il y a des siècles. Si comme je l'ai théorisé, Orochi est un usurpateur car il n'est pas de la lune, mais prétend au titre de roi, alors il paraît évident qu'Orochi représente les Tenryubito. Ces mêmes Tenryubito qui auraient renversé Joy Boy pour établir leur propre royaume. C'est pour cela que j'avais fait le rapprochement entre le terme même des dragons célestes et le fruit du démon d'Orochi, le Ebi Ebi no Mi, de modèle dragon. Alors faut-il croire que Orochi, en tant qu'assassin d'Oden, serait la représentation de Im, le roi du monde? Non, car Orochi nous a bien démontré qu'il n'est qu'un pantin, manipulé par une personne dans l'ombre, comme les Tenryubito sont manipulés par Im. Cela nous amène donc à nous poser la question de qui est Im dans cette allégorie, n'est-ce pas? Nous aborderons ce point à la fin de notre analyse, mais pour le moment, attardons-nous sur une autre symbolique. Dans ma précédente analyse sur les familles de Wano, j'avais émis l'hypothèse que les Kozuki représentaient Joy Boy. J'avais même émis l'hypothèse que Joy Boy pouvait être un Kozuki. Et tout cela nous ramenait au rôle des Shimotsuki de Ryuma. Et dans ma quête de symboles, j'avais voulu réinterpréter la légende de Ryuma. La légende de Ryuma stipule qu'il a réussi à tuer un dragon. Nous en avons d'ailleurs eu la preuve dans le manga Monster. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à Wano, tout peut avoir un double sens. Si nous savons que Ryuma a réellement tué un dragon au sens propre, ne peut-on pas imaginer qu'il a aussi tué un dragon au sens figuré? Surtout si Ryuma était possiblement le bras droit de Joy Boy et un des plus puissants combattants de l'ancien royaume et le protecteur de Wano. Si nous prenions la légende de Ryuma au sens figuré, le dragon qu'il aurait affronté représenterait les Tenryubito. Et ceci ferait écho avec 2 événements du manga. Le premier étant la rébellion de Ushimaru Shimotsuki après le coup d'état d'Orochi. Les Shimotsuki, descendants des Ryuma, vont affronter le dragon Orochi. Peut-être comme leur ancêtre, qui avait affronté les dragons célestes qui ont tué Joy Boy. Le second événement n'est pas anecdotique, car le dernier descendant de Ryuma a non seulement tué un dragon à Punk Hazard, mais a failli en tuer un autre. Vous rappelez-vous? Si, rappelez-vous, 2 années avant Punk Hazard, ce descendant a failli tuer un dragon sur une archipel bien connue. Oui, c'est bien sur Shabundi que Zoro a failli trancher un dragon céleste. Un acte qui sera d'ailleurs imité par son capitaine. Encore une fois, l'histoire se répète. Ainsi se termine l'allégorie entre Wano et la guerre de l'ancien royaume. Et celui dont je parlerai sera celui de Kaido. Comme vous avez pu le voir, les Ose ont un grand rôle dans l'histoire de One Piece. Si comme je le pense, les Oni faisaient partie des premiers habitants du monde, alors ils ont certainement eu des descendants. Ace nous le dit lui-même, le grand géant de la légende, qui est certainement Ose, a eu des descendants. La seule chose que nous ignorons, c'est qui ils sont. Mes 2 candidats se détachent. Les géants, qui portent étrangement des casques à cornes, sans doute en hommage à leurs ancêtres, et les démons tels que Kaido. C'est ici que la symbolique prend un carrefour, car si Kaido représente les Ose du passé, alors il est à l'inverse de son rôle désigné, n'est-ce pas? Ce que nous savons, c'est que les Ose étaient les alliés de Joy Boy. Mais si les Kozuki, et donc Oden, représentent ce Joy Boy, alors Kaido va à l'encontre de son destin. Cela pourrait dire 2 choses. Ou bien Eiichiro Oda déforme ce miroir pour montrer que le cycle de ce monde n'est pas forcément répété à l'identique, ou bien Kaido, sans le savoir, est en train d'aider Joy Boy à revenir et est un allié insoupçonné. Alors est-ce que cela est possible? Seul Oda le sait. En tout cas, l'arc de Wano nous a montré qu'il existe bel et bien quelqu'un qui essaie de contrôler les événements. Et cette personne, c'est Im. Le roi du monde sera d'ailleurs le tout dernier symbole à analyser dans cette histoire. Et si vous avez bien suivi ma théorie, vous avez certainement deviné son identité. Il y a une personne dont on parle peu,
mais qui a toute son importance dans cette histoire. Vous souvenez-vous de Toki Amatsuki? Toki est à part. Elle est le seul lien entre l'ancien royaume et le Wano actuel. Elle est celle qui, grâce à sa mission, peut nous dire ce que représente Im. Oden, vers la fin de sa vie, avait su deviner que Toki cherchait Joy Boy. Et c'est dans ce but qu'elle a permis à de nombreux personnages de voyager dans le temps pour le retrouver. Mais ce petit détail aurait dû éveiller notre esprit. Car en effet, Oden et Toki nous disent bien que Joy Boy aurait presque voyagé sur 800 années. Mais que doit-on comprendre à cela? Est-ce que Joy Boy aurait voyagé dans le temps au sens propre ou bien au sens figuré? Ceci nous l'ignorons. Mais ici, Oda nous fait un lien entre l'ancien royaume et Wano. Pourquoi? Car il y a un symbole qui veut nous montrer. Et ce symbole était sous nos yeux depuis le début. L'avez-vous deviné désormais? Si dans l'allégorie que je propose, les Kozuki représentent le Joy Boy du passé, alors il y a bien quelqu'un qui correspond à Im dans notre symbolique. Quelqu'un que j'imagine lié à Joy Boy, mais qui n'aurait pas voyagé dans le temps. Avez-vous oublié ce personnage? Non. Toki, détentrice du fruit du temps, aurait fait voyager son fils Momonosuke Kozuki de 20 années dans le futur. Tel Joy Boy a voyagé de 800 années dans le futur. Mais en faisant cela, elle a abandonné quelqu'un derrière elle. Qu'est-il advenu de Iori? Iori est resté dans le présent, presque seul, durant 20 années de souffrance, à cacher son identité alors que le trône lui revenait de droit. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Oui. Dans cette ultime allégorie, Iori correspond trait pour trait à Im, le maître du monde. Alors peut-on penser que Iori est une traîtresse? Non, ce n'est pas ce que je dis. Comme je l'ai mentionné, Oda joue avec l'idée de cycle. Il déforme les choses, trouve des situations qui se ressemblent, mais va parfois les opposer. Ce qu'il nous faut comprendre dans cette histoire est que Im est peut-être lié à Joy Boy et qu'ils ont un lien très proche, et peut-être même un lien familial, qui sait. Et la preuve qui me fait aller dans le sens que Im et Iori sont le même symbole est la phrase de la sœur de Momonosuke. Iori, qui a passé 20 années dans la souffrance, a attendu le retour de son frère sans jamais lui en vouloir. Mais Iori ne doit cette bonté de cœur qu'à la dévotion des fourreaux rouges et en sa foi dans la prophétie. Mais ceci n'est pas le cas de Im. Pour Im, l'histoire est beaucoup plus sombre, car Im et Iori sont différents. Nous pouvons imaginer que Im, contrairement à Iori Kozuki, n'a jamais eu personne pour le soutenir. Et surtout, Im n'a jamais rien connu d'autre que la solitude pendant plus de 800 années. Non pas 20 années, mais 800 années. Parce qu'il nous a été révélé que Iori derrière son masque pleure à chaudes larmes lorsqu'elle chante l'histoire de la lune, peut-être que Im partage cette même tristesse et attend le retour de Joy Boy. Mais que contrairement à l'héritière de Wano, le roi du gouvernement redoute plus que jamais la confrontation avec ce Joy Boy avec qui il partage des liens. Et tout comme l'aube viendra chasser les ténèbres de Wano, Joy Boy viendra chasser la nuit qui règne à Marijoa et peut-être briser ce cycle sans fin. Car si Wano est bien le début et la fin de ce cycle, il reste encore quelques zones obscures de l'histoire de l'ancien royaume qui ne nous ont pas été révélées par Ishiro Oda. Et tout cela, c'est encore dans les symboles de Wano que nous les trouverons, et surtout dans l'histoire d'un certain personnage qui aura grandi loin de la lumière et dans les ténèbres même.